Bonsoir, bienvenue. Merci d'être au rendez-vous de votre dernière grande question, votre futur ex-magazine Philo du jeudi soir. Ce soir, nous allons nous demander comment résister au pire. On va se le demander avec l'ancienne ministre Ramayad, la rebelle, auteur d'une sorte d'anthologie du machisme. Boualem Sansal. Boualem Sansal, c'est un des grands succès de la saison littéraire. 2084, La fin du monde. C'est aux éditions Gallimard. C'est un énorme succès. Vous allez sur les 300 000, peut-être 400 000, on ne sait pas. Tout le monde lit ça. Hein. C'est un livre qu'il faut lire. Et puis Malika Sorel-Sutter, Décomposition française. Comment en est-on arrivé là? C'est vraiment le moment de se poser cette question. C'est aux éditions Fayard. Face à vous, nos trois agrégés de philosophie, Eliata Bekassis, Mazarine Pinjot, Géraldine Mühlmann. Et bien entendu, pendant cette émission, vous pouvez réagir sur #LGQ pour les grandes questions. Alors, la situation aujourd'hui, c'est quoi? On est dans un carrefour avec deux camions fous qui avancent sans frein, à toute vitesse sur nous, l'islamisme d'un côté, le Front National de l'autre. Enfin, je ne compare évidemment pas du tout les deux. Et la question qu'on peut se poser là, c'est comment résister à la colère, comment résister. Je commence par vous, Ramayad. Comment résister? Écoutez, d'abord, on ne doit pas être blasé ni s'habituer avec fatalisme aux situations. On ne doit pas se contenter des situations telles qu'elles sont. Je crois qu'en chaque citoyen éclairé, il doit y avoir la capacité de rebond, de sursaut. Nous sommes un vieux pays. Nous avons des valeurs qui ont inspiré, tel un phare, le monde entier. Beaucoup continuent à s'en inspirer. On l'a vu au moment des révolutions arabes au printemps 2011. Donc nous ne sommes pas n'importe quel pays. La France est certes pessimiste en son sein, certes angoissée. C'est le moins qu'on puisse dire. Hein, oui. Oui, le pays le plus pessimiste du monde, plus que l'Afghanistan. Sauf que le monde... Peut-être même plus que la Syrie. Enfin, c'est incroyable. C'est incroyable, alors que le monde ne nous regarde pas ainsi. C'est-à-dire que le monde attend de nous quelque chose, une responsabilité particulière qui nous vient de cette fameuse grandeur que l'histoire nous a léguée. Enfin, on l'a oublié, ça, visiblement. Je sais pas, quand mais les peuples lit les journaux, quand on entend les politiciens, on a l'impression toujours que c'est la fin du monde. Parce qu'ils ne sont pas à la hauteur de cette situation. On devrait, en tant que responsable politique, intellectuel ou même médiatique, émettre une vision, tracer un chemin, prévoir de quoi demain sera fait, donner le sentiment aux Français que leurs enfants vivront mieux qu'eux, bref, se projeter sur l'avenir. On va peut-être essayer de s'aimer un peu plus, non? Par exemple, mais simplement, nous sommes dans une situation d'angoisse collective qui contraste profondément de haine de soi aussi, avec l'attente extraordinaire des peuples étrangers vis-à-vis de nous, de ce que nous sommes, de ce que nous incarnons. On l'a vu au moment des attentats de Charlie Hebdo. Le monde entier, les dirigeants du monde entier sont venus défiler à Paris. On l'a vu au moment des attentats du 13 novembre. Les messages sont venus de partout. Donc cela devrait nous redonner confiance en l'avenir. Boualem Sansal, alors comment résister? Vous résistez, hein, vous êtes un résistant né, c'est incroyable. Depuis des années déjà en Algérie où vous viviez. En fait, moi, je déteste le mot résister. Résister, c'est accepter une situation et la considérer comme inéluctable. Ah non. Et elle est là. Non, le résistant, c'est pas ça. Il faut se battre. Ouais. Il faut se battre. Ah, vous êtes combattant, vous voulez dire guerrier? Me paraît un peu négatif. C'est-à-dire qu'on constate un danger, le danger est là. Et puis on dit résistons. Et en quelque sorte, c'est accepter le danger alors qu'il faut le contourner, il faut le combattre. Donc vous considérez plutôt comme un combattant contre l'islamisme? Et ne pas le considérer comme étant le pire. Le pire est ailleurs. Le pire, c'est peut-être le réchauffement climatique, c'est la démographie. On va être 10 milliards dans quelques années. Il faut nourrir ce monde-là, il faut assurer leur sécurité, il faut les habiller, les loger, etc. Et alors si on définit l'islamisme, ce que vous avez fait tout à l'heure, l'islamisme et le Front National comme étant le pire. Enfin, je ne les mélange pas, je ne compare pas du tout, oui, attention, hein, c'est pas du tout de même nature. Hein. Mais le dégât, vous avez parlé d'une confrontation entre ces deux choses-là. Les dégâts, ce n'est pas pour eux, au contraire, ça va les renforcer, comme dans une collision atomique, il ressort quelque chose de plus fort, ça les renforce. Les dégâts, c'est pour nous, c'est pour la droite, c'est pour les socialistes, c'est pour le reste de la société. Et ils vont être laminés dans le combat des géants. Et donc ils ont intérêt à se forcir s'ils veulent être le troisième larron et jouer leur carte. On imagine mal les voir vaincre les islamistes et le Front National en même temps. Donc ils ont intérêt
à faire de la gymnastique, à se faire du muscle. Malika Sorel, alors vous, décomposition française, hein, c'est le titre qui correspond à la situation. Aujourd'hui, bon, ça ne va pas nous rendre plus optimistes, dont on aurait bien besoin, mais cette décomposition-là, vous pensez qu'elle est provoquée aussi par ce sentiment que décrivait tout à l'heure Boualem Sansal, c'est-à-dire l'absence de résistance, l'affaissement, ce mélange de tolérance et de défaitisme? L'optimisme dont vous parlez, c'est justement ce qui nous a empêchés de voir. C'est-à-dire que nous sommes dans une société où lorsque vous souhaitez évoquer la réalité de ce qui se produit, on vous dit il ne faut pas être pessimiste, sous-entendu soyons optimistes. Alors qu'en réalité, lorsqu'on est en position de commander dans un pays, l'on se doit d'être réaliste. Il ne s'agit pas d'être optimiste ou pessimiste. La deuxième chose, vous utilisez le mot de résistance. Boualem Sansal a rebondi sur ce terme. Moi, ce terme, je l'accepte volontiers parce que je sais qu'il renvoie aussi, c'est comme ça que je le vis, à ce qu'a pu accomplir le général de Gaulle. Et donc, c'est la volonté, quelque part, d'aller à l'encontre de quelque chose qui semble inscrit. Le général de Gaulle, lorsqu'il est parti, lorsqu'il a rejoint Londres, a dit « J'avais le sentiment d'être un homme qui devait traverser l'océan avec ses pauvres petits bras. » Et donc on voit tout de suite que ça semble tout à fait impossible. Et c'est effectivement ce que pensaient les résistants, tous ceux qui ont rejoint le général de Gaulle, ou ceux qui sont restés d'ailleurs, qui ont pris le maquis en France. Donc moi, ce terme de résistance, je l'accepte. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'aujourd'hui, pour les Français, en tout cas, pour une partie non négligeable qui vote le Front National, ils le votent, ils font ce vote, ils l'accomplissent parce que pour eux, ça leur semble moins difficile à accepter et moins pire, si je puis m'exprimer ainsi, que de rester pieds et poings liés, assister à la décomposition française dont je décris pour comment on est arrivé là dans mon ouvrage, comment est-ce que des signaux d'alerte avaient été envoyés, comment le refus d'une classe dirigeante et aussi je parle beaucoup des politiques parce que c'est ceux que j'ai fréquentés ces dernières années, et aussi comment les médias, parce qu'ils jouent ils ont une responsabilité, nous ont empêchés de réfléchir. Vous dire les médias, vous pensez que c'est une espèce de couvercle de la bien-pensance en fait, c'est ça? Absolument. De la bien-pensance. On n'a pas le droit de dire quelque chose qui sort des clous, vous n'avez parce que pas tout de suite, le ciel vous tombe sur la tête. Vous n'avez pas le droit de déroger à un discours dominant. J'ai travaillé au sein du Haut Conseil d'intégration. Pendant des années, nous avons eu accès à un certain nombre d'informations et de remontées du terrain, qui étaient plus qu'alarmant. Le message, à chaque fois, c'était circuler, il n'y a rien à voir. On s'est bandé les yeux pendant tout ce temps-là. Ouais. C'est pire que ça, on a menti. On a menti aux Français, et ce qui s'est passé, c'est que sur le terrain, tant qu'un nombre suffisant de Français n'étaient pas concernés dans sa vie quotidienne, les Français eux-mêmes, exactement comme l'avait anticipé Alexis de Tocqueville dans son observation de la naissance de la démocratie en Amérique, avaient dit « ce sera le propre des démocraties, les individus ne voudront pas voir les choses, chacun prétendra connaître autant que son voisin ». Il anticipait même quelque part le fait que des experts ou des philosophes, on les placera à côté de n'importe quel kidam, et le kidam dirait qu'il connaît la même chose et s'exprimerait sur tout et aurait son mot à dire sur tout. C'est l'égalitarisme. C'est l'égalité pousse à son paroxysme, l'égalitarisme qui a un travers. C'est qu'on ne croit plus en rien tant que l'on ne voit pas les choses se produire. Et je distinguerai pour ma part la responsabilité des élites qui ont pour capacité, qui doivent, c'est leur rôle, anticiper, et le commun des mortels qui n'a pas eu accès, comme j'ai pu et bien d'autres ont pu, avoir accès à des rapports et à des informations à la source et aussi aux moyens d'analyse pour anticiper et empêcher que les choses ne se produisent. Tout ce qui est arrivé, là, vous êtes bien d'accord. Enfin, bon, maintenant, on va essayer de travailler justement à résister, mais tout ce qui est arrivé, en fait, c'est le fruit de notre paresse intellectuelle, de notre lâcheté, de renoncement, vous savez, d'intérêts privés à défendre. Comme l'a dit Boualem Sansal, vous savez, c'est compliqué dans certaines situations, moi je l'ai vécu, d'aller à l'encontre de la pensée dominante. Vous remontez un courant, vous êtes à l'envers du courant qui vous porte, c'est extrêmement difficile. Alors c'est naturel aussi, moi je jette la pierre à personne en tant qu'individu, mais c'est naturel que dans certaines situations, tout le monde finalement fasse l'autruche. Alors, on va poursuivre cette émission en se demandant comment résister politiquement.
politiquement, on va commencer avec vous, Ramayad. Vous, votre modèle d'ailleurs de résistance, hein, parce que vous êtes rebelle, comme je disais au début de cette émission, votre modèle, ça reste toujours Nelson Mandela. C'est incroyable d'ailleurs. Hein, c'est un le modèle papa spirituel. C'est un modèle de géant. Moi, j'ai eu la chance de le rencontrer. Mais résistance à tous les extrémismes. Oui, et effectivement, quand on est résistant, on est minoritaire au départ. C'est la donnée de base qu'il faut accepter, que les résistants acceptent. On est effectivement à contre-courant, on est profondément seul, mais précisément, la résistance se nourrit de la conviction, du sens de l'histoire, et a vocation un jour à devenir majoritaire. Ce n'est pas de l'entêtement, ce n'est pas de la paranoïa. Le résistant, d'ailleurs, il est stigmatisé, il est isolé, il est marginalisé, mais il tient sur sa conviction, non pas parce qu'il croit détenir la vérité universelle, mais parce qu'il a effectivement des données qui lui permettent de voir les choses au-delà des intérêts individuels. Et donc, effectivement, ils ne sont pas nombreux, ceux-là. Il y a quelques géants. Vous avez cité le général de Gaulle en 1940. Nelson Mandela, plus tard, mais on peut en citer d'autres. Boualem Sansal aussi. Boualem Sansal, tous ces Algériens qui ont résisté pendant la guerre civile. Bah oui, il a résisté, il a pris des risques. Hein. Tous ces musulmans dans les pays arabes qui résistent à l'islamisme radical, parce qu'il faut quand même le dire très clairement, autre chose sur laquelle on se ferme les yeux, les premières victimes de cet islamisme radical, ce sont les musulmans en Syrie, en Irak, dans certains pays du Maghreb, etc. Les yézidis, les chrétiens aussi, il ne faut pas les oublier. Bien sûr, mais en termes de morts, ils payent un tribut très lourd. Rappelez-vous ce qui s'est passé en Syrie en août 2013, lorsque Assad gaze sa propre population et que l'opposition syrienne... Oui, enfin, c'est peut-être Daesh aussi, hein, parce que oui, c'est très contesté non, mais bien sûr, par les Américains. Les deux, la population est prise en étau entre les deux, et que nous aurions pu intervenir, mais qu'on a finalement pas pu ou pas voulu, et qu'on a laissé cette opposition se débattre seule entre ces deux étaux. Le résultat, c'est qu'on l'a laminé. Et donc, il faut être aux côtés des résistants aussi, qui se battent, qui sont minoritaires. Madame Yann, je ne suis pas sûre, pardonnez-moi, que l'on puisse mettre sur le même plan. Parce que vous voyez, moi je suis contre l'ingérence, en tout cas pas celle qui a été menée. Et je considère que, en particulier lorsqu'on ne connaît même pas le terreau, quand je dis le terreau, c'est pas dans le sens négatif, c'est-à-dire l'âme d'une terre, on n'a pas à intervenir comme ça. Par exemple, ce qui a été fait en Libye est proprement monstrueux. Non, je ne parle pas de la Libye. La Syrie également, vous voyez, je parle précisément Gilbert vous a dit il y avait des informations. Finalement, aujourd'hui, nous apprenons que certaines informations ont été colportées. Bah, c'était fausse, oui, c'est ça l'histoire des gaz chimiques, apparemment, c'était pas ça, c'était Daesh. Je parle de ceux qui nous demandent notre aide. Et finalement, on est très content que Dominique de Villepin ait empêché la France de se compromettre. N'oubliez pas Jacques Chirac, quand même. Non, je ne confonds pas. Je dis simplement des situations radicalement différentes. On ne peut pas tout mettre sur le même plan. Et donc, quand on nous demande de l'aide, on dit laissez-vous tuer, c'est pas grave. Non, on n'intervient pas quand on ne connaît pas la situation. Et moi, j'avais dit à l'époque, avant même qu'on intervienne à Libye, je suis désolée, j'ai fait partie aussi d'une association de géopolitique et de défense. Je travaille sur les livres blancs, donc je ne me permets pas de parler de sujets que je ne connais pas. Je parle de sujets que j'ai eu à traiter, je vous le dis. Donc quand vous avez on ne connaît pas les sujets, je vous dis, j'étais en conseil d'administration d'une association de géopolitique et de défense, on traite de ces questions-là. Donc sinon, je ne me permettrai pas. On ne peut pas intervenir depuis l'extérieur, et ça aussi c'est reproché à l'Occident, c'est-à-dire de toujours venir de l'extérieur et d'intervenir. Et à l'époque, j'avais dit dans une émission, celle de Tadi, avant même que la France intervienne en Libye, donc ça peut se retrouver, j'avais dit il ne faut pas intervenir. Et s'il doit y avoir intervention, il faut se débrouiller pour que ce soit les nations arabes qui interviennent, parce que ça a un sens, le fait qu'aussi on laisse quelque part certaines nations s'occuper de leurs affaires. Alors, ce qui est quand même important, c'est le cas des pays où ces résistants demandent, sollicitent notre intervention, notre soutien. Oui, mais c'est une situation compliquée, Madame Yann. On ne savait pas qui demandait. Aujourd'hui, on se rend compte qu'une partie, finalement, est passée à l'État islamique. Personne ne dit que c'est simple. C'est exactement comme pour le Mali. Le gouvernement malien demande l'intervention de la France. Ce n'est qu'à cette condition que ça n'a du sens. Il ne s'agit pas de venir coloniser des territoires. Je suis un résistant du colonialisme. Donc, c'est ceux qui demandent, ceux qui le souhaitent. Et il y avait des associations en France, au-delà des livres et des rapports, il y a des associations en France et dans ces pays-là
qui ont porté aussi cette voie-là. C'est en ce sens-là. Deuxièmement, sur la Libye, vous avez tout à fait raison. Mais je dirais que pour un autre motif. Je pense qu'on n'intervient pas dans un pays, même à la demande de certaines personnalités de ces pays-là, si on ne sait pas pourquoi faire derrière. C'est important de savoir qu'est-ce qu'il y a comme proposition. N'importe quel militaire vous le dira. Que vous ne faites pas une guerre, vous ne bombardez pas si vous ne savez pas ce que vous allez faire. En Syrie, c'est exactement ce qui se passe. Mais exactement, mais je suis d'accord, et c'est un préalable que j'ai posé dès le départ. C'est un préalable que j'ai posé dès le départ. Mais il est très important de savoir ce qui se passe derrière. Le problème avec la Libye, c'est qu'on ne savait pas, et donc c'est le désordre. Bon, Ramayad, maintenant je vais vous mettre entre les mains de Géraldine Mühlmann, qui a quelques questions à vous poser. Oui, Ramayad, vous dites que votre engagement essentiel en ce moment, c'est de résister au Front National. Vous l'avez déclaré plusieurs fois. Quand vous avez travaillé avec Nicolas Sarkozy, c'était aussi un des enjeux pour lui. Il disait qu'il souhaitait siphonner, c'était l'expression, les voix du Front National. Aujourd'hui, en tout cas, ça semble, pour Nicolas Sarkozy et les Républicains, ne plus marcher. Auquel d'ailleurs, les Républicains, vous êtes alliés sur le terrain, vous êtes encore membre de l'UDI, n'est-ce pas? Voilà. Donc ça semble ne plus marcher. Pourquoi ça ne marche plus? En 2007, c'est vrai que Nicolas Sarkozy avait dit « je veux siphonner les voix du Front National ». Il y était arrivé. Bon. Et en 2012, il a eu la même intention, mais ça n'a pas marché. La différence entre 2007 et 2012, c'est que autant en 2007, il était porteur d'un projet qui lui était spécifique, il proposait un chemin aux Français, on était d'accord, pas d'accord, c'est pas le sujet, il proposait quelque chose, une vision. En 2012, il s'est calé à travers ce qu'on a appelé la ligne Buisson, du nom de son gourou de l'époque, Patrick Buisson. Qui cherchait non pas à faire gagner Nicolas Sarkozy, mais à faire gagner son idéologie, eh bien, en se calant sur certaines idées du Front National. Et le résultat, c'est que les Français, dans ces cas-là, préfèrent la copie à l'original et le Front National est passé à 18%. Et aujourd'hui? Aujourd'hui, on est dans exactement la même configuration. On a un président qui a été battu, qui est revenu très tôt, sans avoir, à mon avis, personnel et modeste donc, sans avoir fait l'introspection des raisons de sa défaite. Vous parlez très clair et vous êtes très critique à l'égard de Nicolas Sarkozy aujourd'hui. Vous avez quand même travaillé avec lui assez longtemps. Comment vous regardez ces années où vous avez travaillé avec lui? Vous n'avez aucun regret? J'étais très fière d'avoir été membre du gouvernement français. D'abord, c'était un grand honneur. Attendez, c'est pas quelque chose que... Pour une ex sans papier. Oui, c'est extraordinaire, c'est un bel exemple, c'est une belle histoire. La France est un pays ouvert. C'est une belle histoire. Oui, la démonstration que la France. Non, mais j'étais pas sans papier non plus. Hein, non, à l'époque, quand vous étiez ministre, vous aviez vos papiers. Oui, attendez. Mais avant, il y a une petite période. Oui, non, mais ça a duré quelques mois. C'était pas sans papier. Je devais passer d'une transition. Vous exprimez votre reconnaissance. Bah oui, je vais pas. Parce qu'on entend très rarement justement la reconnaissance. Ça va quand même de soi. Et donc, ensuite, Nicolas Sarkozy, en 2007, moi, j'étais aussi très fière de voir qu'il faut quand même voir, il y a des gens de gauche, de centre, partout qui avaient voté pour Nicolas Sarkozy. Il n'a pas fait le score qu'il a fait pour rien. Il y avait une vision. C'était un homme. D'abord, il y avait une histoire personnelle. Un type qui s'est construit une identité. Il habitait à Neuilly. C'est construit. Oui, mais non, je dis, il s'est construit une identité. On a vu plus pauvre. Oui, c'est toujours considéré en bout de table. Il a créé un rêve, Ramayad. Oui, Nicolas Sarkozy, c'était un rêve, et c'est le rêve de restaurer la fierté d'être France. Oui, non, mais je vais venir. Ce que François Hollande aujourd'hui fait, parce qu'il demande aux Français de pavoiser leur maison. Non, mais vous interrogez, vous regardez, on doit s'interroger sur pourquoi les Français sont tétanisés et que nous retrouvons tous bloqués entre le FN et les islamistes. Permettez-moi juste que je termine le propos. Les raisons pour lesquelles il était intéressant, et puis il y avait une modernité, c'était aussi deux jeunes candidats, que ce soit Ségolène Royal ou lui, et une volonté de réformer la France. Et le problème, c'est que cette énergie originelle de départ, qui a tellement entraîné derrière, a été déçue à un moment donné. Alors on peut dire pour des raisons objectives, une crise financière et économique difficile en 2008 qui a fait renoncer à certaines choses, mais aussi je pense il y a une forme de lâcheté collective où sur des valeurs essentielles, nous n'aurions pas dû lâcher. Et toc, question d'Elia Tabekassis. On a l'impression que les électeurs du Front National expriment quand même, à travers ce vote, une volonté de résistance. Comment faire en sorte
que les partis politiques, les autres partis politiques puissent incarner cette résistance sans calquer effectivement leurs idées sur celles du Front National, c'est-à-dire se refonder idéologiquement. Il faudrait d'abord qu'ils se remettent en cause. D'abord, il y a une soif de renouvellement. C'est quand même paradoxal que le premier parti pour lequel les jeunes qui votent, ce soit le Front National. Problème de renouvellement. Et que ce soit ce parti qui représente finalement le renouvellement des générations. Exactement. Alors que dans les autres partis, on voit toujours les mêmes depuis 30 ans qui disent exactement la même chose. Ensuite, je pense que la deuxième raison, c'est que donc ces valeurs auxquelles on a renoncé, par exemple la laïcité, tout ce qui fait l'identité de la France, qui aurait dû rester du côté des Républicains et que Marine Le Pen a instrumentalisé en sa faveur. La question de l'école, qu'on a laissé se dilapider, la question de l'autorité, d'une certaine forme de discipline, d'une certaine grandeur de la France, d'une défense de la France dans l'Europe, d'une Europe qui soit aussi grande, tout ça on a renoncé. Puis il y a un troisième élément qui est important, c'est aussi le chômage, l'inefficacité des politiques publiques. Moi je pense, contrairement à ce qu'on dit, que ce n'est pas le chômage qui explique la crise politique. C'est la crise politique qui explique le chômage. Ce que je veux dire par là, c'est que ce n'est pas parce qu'il y a un chômage qui monte depuis 20 ou 30 ans que les partis politiques sont rejetés. C'est parce que les partis politiques sont rejetés, parce qu'ils sont incapables de se remettre en cause, de se moderniser. De chercher des solutions aussi au chômage, il y a des pays tout près de nous où il y a de l'emploi. Que le chômage perdure. C'est à cause de ça que le chômage perdure. C'est lié à quoi les partis politiques, à votre avis, n'arrivent pas à se renouveler, justement? Moi, je vis ça en ce moment en interne. C'est-à-dire que c'est structurel, c'est relatif au fonctionnement même du parti? Enfin, je veux dire, c'est systémique, c'est vraiment relatif au parti, ou est-ce que c'est parce qu'il y a vraiment une faillite des idéaux, une faillite du rêve? Enfin, vous avez parlé de rêve, effectivement, peut-être qu'il manque de rêve. Bon, moi, j'ai pas vu en quoi Nicolas Sarkozy l'incarnait, mais ça, c'est autre chose. Est-ce qu'on est plus capable, effectivement, de donner quelque chose qui redonne sens, quoi, à notre jeunesse, et elle est obligée d'aller chercher... Enfin, la jeunesse étant radicale, elle trouve l'islam comme une réponse, effectivement, à sa propre radicalité, mais en fait, ils ne sont pas plus islamistes que ça. Mais ils sont d'abord radicaux, et ensuite, ils trouvent une solution dans une radicalité. Ils islamisent leur radicalité. C'est ça. De la même manière que d'autres. Oui, ils effémisent. C'est ça, ouais. Ou une autre... Parce que la jeunesse, peut-être par définition, mais en tout cas, la jeunesse d'aujourd'hui, je la trouve très radicalisée. Pas simplement celle dont on parle par rapport à l'islamisme. Vous avez aussi la jeunesse identitaire, vous avez aussi les zadistes, vous avez... tous ces jeunes qui votent FN, vous disiez. Vous avez tous ces jeunes qui votent FN. C'est une partie des jeunes aujourd'hui. Exactement. Quand on dit qu'ils ne sont pas engagés, c'est faux. Ils sont engagés, mais autrement que dans les partis politiques, qui sont discrédités. Les partis, d'abord, ils ont renoncé à avoir des projets. Pourquoi? Parce que chaque année, il y a une élection. Donc, c'est devenu des machines électorales qui préparent les élections chaque année. Parce que chaque année, il y a une élection. Et deuxième problème plus grave, c'est que les partis politiques, dont la Constitution dit qu'ils ont un rôle démocratique, ne sont pas démocratiques en interne. C'est-à-dire que c'est devenu une oligarchie qui a été complètement confisquée par des gens qui se cooptent entre eux, qui sont dans un clan, voire même avec des rives sectaires, de moins en moins nombreux, qui maîtrisent tout et qui donc sont complètement déconnectés à la fois du pays, mais aussi de leurs propres militants, souvent, et qui ont décidé que ces lieux censés être des lieux d'apprentissage de la démocratie devaient fonctionner selon des règles qui ne sont absolument pas démocratiques. Et donc les Français le sentent bien. Si vous essayez demain de rentrer en politique, vous verrez, vous n'y arriverez pas. C'est pour ça qu'il n'y a pas de renouvellement à l'Assemblée. Et quelle alternative alors? L'alternative, à mon avis, alors les Français se disent l'alternative, on va renverser la table, c'est le Front National. C'est donc encore un parti. Alors, non, mais la réponse est donc encore celle d'un parti. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'alternative. Mais il y a des alternatives. Alors, il y a des alternatives citoyennes qui se mettent en œuvre. Des petits partis, des mouvements citoyens qui se créent un peu partout, à droite, à gauche, au centre, et qui disent nous sommes la société civile, on veut faire autrement. Mais regardez quand ils se présentent aux élections, combien ils font. Ils font 0%, 1%. Donc la France n'est pas prête. Pourquoi? Mais si la France est prête, c'est l'offre politique et le régime institutionnel. Parce que c'est le régime Podemos, en Espagne, il y a des endroits où ça marche beaucoup mieux qu'en France. Parce que notre régime institutionnel... On verra aux élections. Non, mais quand même. Mais parce que notre régime institutionnel ne laisse de la place qu'aux deux grands partis politiques. Donc pour moi, il faut une 6e République si on veut changer ça. Et vous, Ramaya, vous dites que vous n'y arrivez pas non plus. Moi, j'essaie. Pourtant, vous n'êtes pas de la société civile. Quel est votre métier, en fait, Ramaya? Moi, je suis administrateur du Sénat. Si, donc vous êtes fonctionnaire.
fonctionnaire. J'ai passé un Oui, concours d'accord. dans ma vie, D'accord. c'est pas sale. Moi aussi, je suis fonctionnaire, il n'y a aucun Comme souci. Géraldine, Ouais, je suis fonctionnaire, comme Nazarine, On m'a pas Il y a nommée. peut-être aussi comme Eliette. Non, mais J'ai c'est passé bien, ma c'est vie, très j'étais important. boursière et C'est j'ai très passé des important qu'on rappelle concours. votre métier. Vous avez un métier, mais vous n'y arrivez pas bien à l'UDI, vous n'arrivez pas à vous faire J'essaye, Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça marche pas, Maya j'essaye. Vous voyez, je suis en train, en ce moment, dans mon parti politique, d'essayer de les obliger à bouger, y compris même jusqu'à aller en justice, et donc à faire beaucoup de sacrifices pour ça. Et regardez la réaction du système, c'est on vous sort. Mais le problème, c'est que ce qu'ils ont fait pendant 30 ans, dans le contexte qu'on vit C'est aujourd'hui... un jeune parti. Hein. Et c'est un jeune parti censé faire la politique autrement. Donc vous imaginez les autres. Donc Inventez-en un nouveau. dans le contexte qu'on vit aujourd'hui, d'angoisse, de décomposition, etc., je veux dire, ils peuvent plus se permettre. Ils vont être balayés. C'est-à-dire, si vous dites beaucoup de mal comme ça d'eux tout le temps, c'est sûr que c'est compliqué. Ah non, mais je dis pour pas vous, du mal d'eux, c'est un phénomène général. Vous avez Non, du mais mal c'est à une vous analyse. faire, Non, mais c'est une analyse élire. générale. Mais il faut bien qu'on se remette en cause encore une fois. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? C'est-à-dire, on peut pas passer notre vie à dire c'est pas de notre faute, on n'a rien fait, le Front National sont méchants, les Français sont racistes. Il y a un moment, il faut aussi qu'on se remette en cause. Et donc, ça commence par nous, par moi. Et donc, c'est ce que beaucoup font en résistant en interne. Mais combien de Français qui ont essayé de faire la politique ont été découragés par ce type de choses? Moi, je veux qu'ils reviennent en politique. Et donc, demain, quand il faudra reconstruire, parce qu'on aura tout cassé, eh bien, il y aura des gens qui auront vécu la résistance en interne qui sont crédibles pour reconstruire. Bon, après la résistance politique qu'on a vue avec Ramayat, vous parlez de résistance intellectuelle avec vous, Boualem Sansal. En fait, c'est plutôt un combat intellectuel, parce que vous n'aimez pas ce mot de résistance. Vous menez le combat avec 2084, c'est une sorte de parabole où vous nous racontez un monde étrange gouverné par une sorte de Dieu. Ouais. C'est un monde soumis, soumis à cette espèce de religion étrange. Vous pensez qu'on est soumis vraiment aujourd'hui? Non. Ah, je n'utilise pas ce mot de Ouais. soumis. Non, mais c'est moi qui l'utilise. Ah bon, donc, ok. Non, les gens sont heureux en dictature. Ils ne sont pas soumis. Une fois qu'ils sont pris dedans, la dictature leur assure le attendez, bien-être. Ah, mais ça, je vous garantis que si. Et les prisonniers D'un- politiques et tout ça. Oui, quelques-uns, bien sûr. Les quelques opposants qui, effectivement, sont... Les gens se coulent Pour ceux qui sont là-dessus. très heureux, par exemple, Heureux, c'est peut-être- dans Non, mais l'État c'est le- islamique, vous pensez que les filles qui se font... Dans les pays de l'Est, on l'a vu, les gens, finalement... ces filles qui sont Continuer à martyrisées rester dans absolument les palais accepter la de règle. tous les dirigeants de Daesh, vous pensez qu'elles sont heureuses? Non. Non, Mais c'est parce franchement. qu'il dit qu'on n'a pas. Pas de questions à se poser. Oui, c'est ça, c'est Ils qu'il n'y a pas de sont questions. tranquilles. Écoutez, moi j'ai vécu dans une dictature, donc je vois bien les gens finalement ils se coulent là-dedans. Plus de soucis, l'État règle tout, le logement, Pense à le tout. travail, la politique. Mais c'est aussi parce qu'ils n'ont pas les toutes moyens choses, on intellectuels accepte ça, de s'opposer. Ils n'ont pas les moyens intellectuels de Ah, s'opposer. voilà. C'est ça que Ils vous n'ont pas les montrez dans moyens, votre livre. voilà. D'être libre. Mais la liberté est consubstantielle à chaque Ils homme. n'ont pas les moyens, ils n'ont surtout pas les hommes et les femmes capables de porter leurs idées, de les Ils sont en prison. Ouais. voilà, de porter le que débat vous dites. sur la place Ils sont publique en à leur prison. Ils place. vivent à un appauvrissement peu, voilà, psychique ils sont et tranquilles. intellectuel. Et la dictature arrive à l'étape suivante, elle devient débonnaire. Une fois qu'elle s'est assurée le pouvoir, qu'elle a éliminé tous les opposants, Mais ouais. eh ben, elle devient débonnaire. Moi, voilà, Bistan, je le voyais comme ça, comme un empire tout à fait débonnaire. Mais parce que ce Ils ce se dont vous sont parlez, accaparés la totalité du pouvoir, y compris le pouvoir sur les consciences, l'imaginaire, sur la langue, sur absolument tout, pas seulement, on va dire, le pouvoir sur les corps, mais sur les pensées. Ben, c'est fini. Mais parce que ce dont vous parlez, Et c'est après, pas ça s'installe. c'est pas d'une dictature, c'est d'un totalitarisme, mais c'est une nature tout à fait différente de régime. Et effectivement, comme le dit le terme de totalitarisme, le pouvoir a investi tous les champs, et y compris celui de la conscience. Et à partir de ce moment-là, effectivement, la question du bonheur, d'ailleurs, se ne pose même pas. Se pose même pas, à vrai dire, oui. L'instance critique n'est plus à même de s'élaborer. C'est surtout ça. Ouais, tout à Et fait. justement, ce qui est intéressant dans ce totalitarisme que vous décrivez, dans toutes ses conséquences les plus inquiétantes, parce que effectivement, c'est la fin de la liberté, c'est-à-dire que c'est aussi la fin de l'humanité, c'est une forme de déshumanisation généralisée. C'est pour ça que les catégories humaines ne se posent plus, celles du bonheur, de l'intelligence, de la liberté, etc. C'est
Résister, oui, mais contre quoi? Parce qu'en fait, la question, c'est on ne peut plus identifier l'ennemi, dans la mesure où il n'y en a plus. Enfin, qui dit totalitarisme dit qu'il n'y a plus de périphérie, enfin, il n'y a plus d'autres, il n'y a plus d'altérité. Alors, pour résister, il faut bien qu'il y ait une forme d'altérité, forcément. Et pour résister, il faut aussi qu'il y ait quand même un projet. C'est d'ailleurs sans doute pour ça que vous avez récusé le terme de résistance, parce qu'il n'implique pas le projet, alors que celui de combattant, il implique le projet. Mais pour votre héros, alors vous le dites très bien, révolte contre quoi? Contre qui? Il ne pouvait l'imaginer, c'est-à-dire que l'imagination elle-même s'est tellement appauvrie qu'elle ne peut plus penser un autre. Et peut-être qu'on est d'ailleurs nous-mêmes, non pas dans un totalitarisme, mais ça je pense qu'il faut quand même faire attention aux distinctions, mais en revanche, peut-être qu'on n'est plus capable d'imaginer autre chose que ce dans quoi on vit. Est-ce qu'on n'est pas en train justement de souffrir d'un manque d'imagination, vous disiez d'un manque de projet? Est-ce que c'est pas ça, d'une certaine manière? Réponse de Boualem Sansal. Oui, j'ai cette impression. Moi, j'ai imaginé évidemment un système qui partirait sur une base religieuse, mais on peut imaginer d'autres systèmes. Je pense que la démocratie, à terme, pourrait mener à un schéma comme celui-ci, l'extinction de toute pensée. Ce que Tocqueville appelait la tyrannie douce. Hein, la tyrannie douce, voilà. oui. Absolument. Ce serait la dictature des lois et des règlements. On serait totalement là-dedans. C'est tout à fait. Alors la tyrannie douce, elle passe aussi par c'est la tyrannie. Enfin, il n'emploie pas ce mot, bien entendu, Tocqueville, mais la bien-pensance, le politiquement correct, etc. Enfin, ce sont des mots nouveaux, mais c'est le début. La bien-pensance, et on va dire que c'est le premier corps de police pour encadrer la pensée et produire les comportements les plus orthodoxes du système, bien sûr. Sur la question du langage, il y aurait deux choses à dire, parce que effectivement, vous en parlez aussi très bien, cette novlangue d'Orwell, où il y a une langue qui masque plus qu'elle ne dit, et qui est l'un des vrais dangers de nos démocraties, effectivement, où on est toujours dans l'euphémisation, où on dit plus mort, on dit plus noir, on dit plus guerre, on dit frappe chirurgicale, enfin bref, on a peur des mots. Donc ça, c'est sans doute cet aspect-là qu'il faudrait vraiment interroger et critiquer. Ouais. Mais sur la bien-pensance, j'en ai un tout petit peu marre aussi d'entendre tous ces discours en disant oui, la bien-pensance, c'est le nouveau totalitarisme, le totalitairement correct, etc. Je sais pas, je veux dire, je trouve que c'est mieux de dire c'est mal d'insulter un arabe parce qu'il est arabe que de dire ouais, on a le droit d'insulter un arabe. Enfin, il y a un moment où la bien-pensance, elle a aussi été là parce que il y a eu un racisme qui était complètement décomplexé. Et j'en ai un petit peu assez d'entendre dire la bien-pensance, c'est le nouveau totalitarisme. Elle est venue aussi pour arrêter quelque chose. C'est la mal-pensance qui est le nouveau totalitarisme. Absolument, je veux dire absolument. Bien penser, c'est différent. Bah oui. Je voudrais juste citer... Oui, parce qu'il y a le penser bien qui est une bonne chose. Tout le monde est pour le penser bien. La bien-pensance, c'est un peu différent. Au lendemain des attentats, Sophia Aram, elle avait fait une très jolie chronique sur France Inter. Je vous lis juste ce qu'elle avait dit. Je suis bien pensante, j'en suis fière et je les emmerde. Je suis certaine que bien penser, c'est mieux que le contraire. Mais je trouve qu'elle a raison. Non, penser bien, c'est mieux. Mais bien penser, pas forcément. Non. On peut être bien pensant ou pensant bien, à la limite ça importe peu. Mais si vous y ajoutez la coercition, parce que la bien-pensance est coercitive. Parler de terreur. Ils sont là parce que c'est des gens qui occupent dans l'appareil, dans la police de la pensée, ils occupent des postes clés. Et donc ils ont un pouvoir de coercition et de sanction très fort. Voilà, c'est dans ce sens-là que la bien-pensance dérange. Mais sinon, toute opinion, toute idée est bonne à prendre, à écouter et à débattre, ça c'est sûr. Et elle a raison, en quelque sorte, de dire ce que cette personne a dit. Le problème, c'est, avec les systèmes totalitaires, c'est que ils le comprennent très vite qu'il faut barrer le chemin de la complexité. C'est empêcher les gens d'aller vers la complexité. La complexité du monde, la complexité de l'autre, la complexité des relations humaines, etc. Et de remplacer la langue par des slogans, des mots, des slogans. Question. Et qu'on encadre dans un rituel, avec une vie très ritualisée. Voilà, on a fabriqué des robots et le système calme plat. Voilà. Question de Géraldine Mühlmann. Comment vous expliquez que pas mal de gens, notamment la jeunesse d'aujourd'hui, a envie d'interdit? C'est-à-dire qu'on a eu quand même un mouvement de la modernité, de libération, de la pensée, de l'expression, des corps aussi. Bon, pour les femmes, ça a été très important,
de pouvoir se vêtir comme elle voulait, travailler comme elle voulait, penser, exprimer ce qu'elle voulait, la contraception, etc. Et on a l'impression qu'il y a une lutte contre ce désir de liberté, parce qu'il y aurait quelque chose dans l'humain comme un désir d'avoir des interdits et des normes, se couvrir, ne pas pouvoir tout dire, normer le discours, la pensée et les corps. Comment vous l'expliquez ? Ça me paraît tout à fait naturel. Dans une société organisée, elle se définit des règles. C'est le vivre ensemble qui doit être discuté. Il doit être élastique. Nous sommes dans une société très permissive qui est très, très molle. Vous l'aimez bien ou vous la détestez, cette société permissive ? Il y a des moments où on aime les choses. J'aime bien le sucre à certains moments, il y a d'autres moments où je le déteste. Donc ça dépend. En exergue de mon roman, il y a quelque chose. La religion fait aimer Dieu, je crois. Ah bah vous allez le lire, je l'ai là, vous allez le lire, tenez. Voilà, j'avais oublié. La religion fait peut-être aimer Dieu, mais rien n'est plus fort qu'elle pour faire détester l'homme et haïr l'humanité. Bon, voilà, donc si on regarde l'humanité par son côté charnel, je veux dire, c'est très sympathique. Mais si en face de soi, on a des idéologues et qu'on les regarde à travers leurs idées, on ne peut que les haïr, évidemment. Les gens de Daesh, franchement, les entendre parler, ou les voir même, et savoir même qu'ils existent, est une douleur. Question d'Agatha Bécassis. Alors, dans votre roman, vous reconstituez d'une façon très sérieuse et très précise la mise en place d'un système totalitaire, mais aussi d'une façon très burlesque. Il y a beaucoup d'ironie, beaucoup d'irrévérence, et presque du rire, tellement tout cela est totalement grotesque. Oui, et ridicule. Il y a vraiment un côté ridicule de ce système. Alors, est-ce que le rire ou l'humour constituerait finalement la seule résistance possible à un système totalitaire, parce que ça nous permettrait d'avoir une force psychique de réaction et puis de sortie de ce langage univoque et est-ce que le rire est possible quand on est comme ça au sommet du tragique et du drame ? Je crois que oui, la société a besoin de se moquer d'elle. Hein. Dans le temps, à côté des rois, il y avait toujours un bouffon et qui était là pour ramener le roi à la réalité des choses. Parce que quand on est sérieux, on a tendance à surdimensionner les choses, à penser que c'est essentiel. Et il suffit de mettre peut-être un peu de rire pour voir que cette idée, au fond, c'est rien du tout, quoi. C'est une façon de disqualifier les grandes vérités. Mais dans mon roman, la démarche est différente. Ça, c'est l'auteur qui a besoin de se faire rire pour ne pas sombrer dans la neurasthénie. Hein. Parce qu'évidemment, c'est un roman comme se lit en quelques heures, mais il faut une année pour l'écrire. Donc pendant une année entière, j'ai mariné dans cette atmosphère. Et imaginez, je sortais j'avais écrit auparavant « Gouverner au nom d'Allah », c'était encore plus terrible. Et donc, j'avais besoin de regarder les choses de manière plus légère et de mettre de l'humour. Bon, mais la question de l'humour, alors, c'est un débat qu'on a souvent en France, qui n'existe pas ailleurs. Hein. En France, il existe. Peut-on rire de tout ? Oh, les Anglais ont ça aussi. Alors, on a beaucoup de talent, mais quand même, il y a d'autres peuples qui savent rire. Il est très, très français. Je voyage beaucoup, je l'entends peu ailleurs. Hein. Mais moi, je pense que oui, il faut absolument rire de tout. Et avec tout le monde. Hein? Et avec tout le monde. Ah, avec tout le monde, bien sûr. Ah, c'est pas avec les musulmans, peut-être. Dieudonné, tout ça, les tout le monde. Alors, on va poursuivre cette émission maintenant en se demandant comment on peut résister idéologiquement. On va se le demander donc avec Malika Sorel-Suter qui publie Décomposition française. Bon, un livre où vous nous expliquez quand même qu'une grande partie de nos malheurs, c'est la faute aux élites. Hein, c'est ça votre thèse. Oui, c'est un aveuglement. Un refus de voir le réel. Et mon livre a été publié, il a été disponible la veille des attentats du 13 novembre. Je dois dire dans quel esprit j'ai écrit ce livre. C'est un témoignage, puisque j'ai eu la possibilité, je fais partie de la société civile, et j'ai eu la possibilité de rentrer dans le monde politique et celui de la haute administration.
Et c'est un peu rendre compte de ce que j'ai découvert au fur et à mesure. J'y suis arrivée avec une très grand espoir, beaucoup de naïveté, mais dans le bon sens du terme, c'est-à-dire prête à rencontrer beaucoup de bonnes surprises, convaincue que ce qui nous arrivait, c'est un problème simple de compréhension de la part de ceux qui nous gouvernent. Et je raconte dans ce livre qu'il n'en était rien en réalité et que nous sommes aujourd'hui quelque part tous un peu victimes de la situation, mais nous avons également notre part de responsabilité. Et je l'ai écrit pour une raison unique, c'est de laisser, puisque les écrits restent, de laisser un témoignage aux générations futures afin qu'elles ne puissent pas penser, comme à une autre époque, qui n'est pas si lointaine, que nous ne savions pas. Notre société savait. Et notre société n'a pas fait grand-chose pour éviter ce qui nous arrive. Et c'est quelque part, c'est mon témoignage que je livre à ceux qui viendront plus tard, parce que nul aujourd'hui, nul, ne peut savoir dans quelle direction la France, mais aussi l'Europe, va basculer. Nous ne le savons pas. L'histoire, nous ne pouvons pas l'écrire, nous pouvons imaginer des scénarios possibles, potentiels, mais nous n'avons pas le mot de la fin. Enfin, il y a quand même une chance qu'on s'en sorte, non? On s'en est déjà sorti, on s'est sorti de situations bien pires. Je pense qu'il faut toujours se dire que chacun à sa place doit agir. La pire des choses serait de rester tétanisé et de se dire « tout est fichu ». D'autres ont vécu d'autres situations. Effectivement, l'histoire, pour le coup, celle qui a déjà été écrite, montre que les peuples ont des ressources fantastiques en eux-mêmes, quels que soient les peuples d'ailleurs. Si vous prenez, et là je prends un exemple que je connais là aussi, parce que je ne parle que de choses que je connais, je tiens à le préciser, si vous prenez l'histoire du peuple algérien, 130 ans de colonisation, ça s'est finalement terminé par le fait qu'on respecte l'identité, l'existence déjà de l'identité du peuple algérien. J'ai vécu en Algérie, j'ai connu des personnes qui ont fait la guerre contre la France, j'ai entendu aussi ce qu'ils avaient à dire et j'ai compris aussi qu'ils possédaient une identité et qu'elle devait être respectée. Donc je pense que l'histoire n'est jamais écrite d'avance, que chacun doit agir à sa modeste mesure. Question d'Elia Tabekassis. Alors, dans votre livre, c'est vrai que vous critiquez beaucoup ce que vous appelez la trahison des élites. Et vous posez une question très troublante en citant le juge Trévidic, le juge antiterroriste, qui dit que la situation était bien connue des politiques depuis même les années 90. Début des années 90. Oui. Voilà, la montée du djihadisme, enfin de la radicalisation. Alors, c'est vrai qu'on peut penser à L'étrange défaite, le livre de Marc Bloch, qui analyse la défaite de 1940 et tous les manquements en fait de l'armée. Et il dit que à ce niveau d'incompétence, ce n'était pas de l'incompétence, mais c'était un choix du gouvernement contre le communisme, c'est-à-dire de faire le choix du fascisme. Comment est-ce que vous analysez cette série de manquements, le fait que les élites aient été soi-disant aveuglées ou peut-être compromises? Quel est le choix qui a été fait, en fait, selon vous? Il n'y a pas une raison unique, Madame Abekassi. C'est pour ça que c'est compliqué. Et je peux vous dire qu'en ayant passé près de 10 ans dans ce monde-là, ce monde politique et de la haute administration, je continue pour ma part, comme beaucoup de Français, à ressentir le fait que ce qui nous arrive dépasse l'entendement. Parce que c'est comme si vous avez affaire à un alignement des planètes, quelque chose qui ne se produit jamais. Et là, ça se produit. Il y a eu une superposition de facteurs qui a conduit à la situation actuelle. De nombreux signaux ont été envoyés. Vous citez juge Trévidic, il y en a d'autres, mais c'est vrai que les territoires perdus de la République de Georges Bensoussan, absolument, mais alors, qui n'ont pas été entendus, et même pour le cas des territoires perdus de la République, il y a eu une énorme bataille à l'intérieur du ministère pour qu'il puisse exister le rapport Aubin. Et il faut remercier ceux qui ont permis l'existence du rapport Aubin, parce que ça a été une bataille, alors que ils auraient très bien pu, à l'époque, dire « Voilà, nous sommes alertés d'un certain nombre de situations qui sont extrêmement préoccupantes, qui concernaient la question du respect des femmes, de la mixité, l'antisémitisme, etc. » Il faut regarder où sont les sources. Et effectivement, jusqu'à une certaine époque, nous pouvions agir. Le choix a été fait par cynisme,
Quelle action? Ouais, parce qu'on ne comprend rien. C'est Beaucoup totalement d'actions. abstrait. Ça. Alors, Agir comment? Oui, c'est alors la je langue vais- de bois. Oui, non, moi je ne suis pas adepte de la langue de Non, bois. mais je ne sais pas, Madame, vous critiquez les non. élites, je ne sais pas Oui, d'ailleurs ce ce n'est que pas c'est la que langue les de bois. élites, Donc, mais vous voilà. parlez Donc, ou comme vous ceux que critiquez. acceptez de ne pas généraliser le propos, ou la discussion ne peut pas avoir Non, mais dites lieu. des choses concrètes. Parce que Moi, ça, je c'est du comprends rien, terrorisme personnellement. intellectuel, des D'accord. choses concrètes. J'ai écrit un livre en entier, vous êtes philosophe, madame. Ah oui, je On l'ai ne peut vu, pas justement. résumer un livre avec une phrase. Et c'est souvent ce qu'on me Non, mais reproche. un On exemple, dit, alors, juste. vous ne dites pas, vous donnez pas assez d'exemples. Pourquoi croyez-vous que l'on publie des livres? Parce que parfois, par la plume, c'est beaucoup plus simple de donner un certain nombre d'exemples. Je ne peux pas. justement, De ça aurait combien été de bien temps d'en vais-je avoir disposer? plus, hein, dans Je vais votre disposer de 2-3 minutes. Beaucoup d'exemples, j'en ai cité énormément, y compris les choix cyniques opérés par François Mitterrand, qui sont dénoncés par. Comme ça, C'est vous qui je me me sens parlez. pas du tout. C'est vous, absolument. Mais c'est vous qui me posez la question, me donnez des exemples. Oui, mais quel est le Vous rapport? Excusez-moi, relisez les exemples. c'est tout à Parce que fait, ce qui nous arrive date du Voilà, début c'est- des années 80, cette logique-là les que vous années avez à Mitterrand. reprocher l'œuvre politique de mon père, dont je ne suis personnellement pas tout à fait Je ne parle pas de votre père, madame, je parle de François la logique Mitterrand. de votre livre, c'est-à-dire François Mitterrand a été président de la République. C'est du pamphlet, du ressentiment, on ne comprend rien. Mais moi, j'adorerais que vous nous donniez une solution. Non, vous ne J'ai juste comprenez rien, compris. mais je ne l'ai pas écrit pour vous, mon livre, madame. Ah. Je viens de dire, je l'ai écrit Dommage. pour les Français, pour les générations Je suis futures, pas française. mais ne vous inquiétez pas. Il y a beaucoup de gens apparemment de d'ailleurs qui ne sont pas Français- français. Beaucoup d'immigrés beaucoup qui de ne semblent pas Français- français dans votre livre d'ailleurs. Il y a vraiment les Français de souche et puis les autres. C'est que vous la récupérez manière une de rhétorique du Front réduire, National d'empêcher qui- le débat. Donc, ou vous Excusez-moi, je vous ai acceptez le lu, débat, ou mais- je cesse de parler. Vous Bah, avez c'est- gagné, c'est de toute façon, vous êtes dans les médias. Moi, j'ai écrit mon livre, les Français y ont accès et Vous sauront. voyez, c'est justement une Vous émission donnez qui la s'arrête. Vous voyez démonstration, comme quoi madame, la possibilité du fait de que le parler débat est n'a pas impossible. été plébiscité au milieu des médias. Non, mais plus proche de nous, en fait. On sait que tous les kamikazes Non, ça remonte au début des années 80. On peut pas dire plus fichés. proche de Non, nous, mais oui. déjà, comment expliquer D'accord. cela? Ils étaient tous fichés, archi connus de tous Tout les à fait. services. Voilà, comment expliquer le fait Mais qu'on voilà. n'ait pas pu... Absolument. Le fait que nous n'ayons pas fait. Donc c'est juste de auparavant, l'incompétence, nos services Il y a sont- beaucoup de paramètres. Il y a effectivement l'impéritie. Vous savez, dans un certain nombre de ministères, il est beaucoup plus facile d'obéir, de dire oui, d'aller dans le sens du vent, plutôt que de s'opposer. Ce n'est pas simple. Il y a régulièrement, y compris dans la presse, des groupes de hauts fonctionnaires qui publient, mais avec des noms de code, parce qu'ils ne peuvent pas dire ce qu'ils pensent. On l'a vu dans le domaine de l'économie, pour fustiger le libéralisme fou, on l'a vu dans le domaine de l'immigration, dans un certain nombre de domaines. Donc il n'est pas facile de pouvoir résister à une pensée dominante. Et la pensée dominante depuis le début des années 80, et Régis Debray en a bien parlé, c'était de faire le choix du cynisme, de fabriquer le Front National pour nous empêcher de regarder ce dossier en face. Nous ne pouvons pas parler de ce sujet sans parler des opérations proprement machiavéliques qui ont eu lieu au début des années 80, qui ont fait naître, pas naître, mais monter le FN qui nous a à chaque fois empêchés de réfléchir. Parce que dès que l'on commençait à parler de ce sujet, on était pris en étau entre d'un côté Ce sujet, tous c'est les l'islamisme- islamistes. C'est l'islamisme radical, c'est ça dont vous Non, parlez. non, non, de Non, manière c'est générale, l'antiracisme. Oui, parce qu'il y a un lien, Madame Yad. Vous ne pouvez pas demander à des enfants issus de l'immigration, qui parfois traversent, même pas que parfois, pour beaucoup, et c'est normal, traversent des problèmes de ce qu'on appelle en sociologie de la dissonance identitaire, qui s'interrogent sur leur identité. Et ils ont le droit de s'interroger. Vous ne pouvez pas leur répéter pendant 35-40 ans, on vous déteste, les Français sont racistes, ils ne vont pas vous accepter. Et même dans des rapports, on a lu que les professeurs les discriminaient, les empêchaient de réussir. Vous semez les graines du ressentiment. et vous qui êtes- Comment pouvez-vous ensuite imaginer que nous allons tous cohabiter ensemble? Ce n'est pas possible. Donc il y a une responsabilité collective et nous n'arrivons pas à poser le sujet parce qu'une partie des élites empêche ce sujet d'être Alors, posé. vous Il qui faut avez- comprendre, Madame Capici, je termine juste sur Oui, ce, non, ce propos. Ceux qui sont au pouvoir le sont, comme l'a dit Madame, depuis très longtemps. Donc, quelque part, ils cherchent aussi à masquer le résultat de leur politique, un résultat qui est proprement apocalyptique. Regardez ce qui nous arrive. Ah, donc c'est la faute des politiques si Daesh fomente des attentats à Paris. Non, c'est plus compliqué que ça, mais si j'ai que 2 minutes, je ne pourrais pas le développer, sinon vous allez m'accuser d'être réductrice et de tout amalgamer. Voilà, vous qui êtes d'origine algérienne, vous avez ressenti ces dissonances identitaires en Oui, vous tout à fait. Régulièrement encore
Non, aujourd'hui non, mais c'est tout à fait normal. La construction d'une identité n'est pas quelque chose de simple. Et d'ailleurs, si vous prenez simplement un enfant dans une famille qui n'a jamais changé de pays, qui a la culture, qui reste toujours dans la même culture, il y a déjà le processus de l'adolescence qui est un processus extrêmement violent et perturbant. Donc, a fortiori, lorsque vous êtes, comme ça a été considéré dans un rapport sur l'école maternelle, quand vous êtes un enfant venu d'ailleurs, c'est l'expression qui était utilisée, vous avez une culture dans la famille avec un certain référentiel de principes qui sont importants pour cette famille, ce n'est pas une question d'hierarchie. Et ensuite, vous êtes à l'école, dans un autre milieu, c'est évident qu'il y a créé une tension, il parlait même de discontinuité entre la figure de l'enseignant et la figure du parent, et que parfois ça mettait l'enfant en difficulté de réussite scolaire. Et tout cela, c'est consigné dans des rapports. C'est le propos de mon livre, de dire que nous avions accès à toutes les informations et que le choix a été fait de ne pas agir. Mais, Alors vous, la femme d'origine immigrée, vous sentez cette colère partagée par aussi beaucoup d'anciens immigrés ou pas? Cette colère, aujourd'hui, elle est partagée par tout le monde. On le voit dans une partie des enfants de l'immigration, on le voit aussi aujourd'hui dans les Français de culture européenne, ceux qui sont les Français de souche européenne. Ça a un sens pour moi lorsque je dis souche européenne. Je sais ce que ça signifie, puisque moi je n'en suis pas et que je suis devenue ensuite française et que je me suis interrogée, je me suis posé les questions. Parce que lorsque vous décidez de changer de peuple, vous avez des questionnements d'ordre moral qui se posent vis-à-vis de votre propre ascendance. Ce n'est pas un choix simple et le fait d'avoir tout réduit à de simples corps qui vont traverser les océans ou la mer Méditerranée et que aussitôt arrivés, ils endosseraient, comme avait prédit Ernest Renan dans Qu'est-ce qu'une nation, le leg indivi, etc., la fusion de population, c'est un leurre. C'est-à-dire qu'il faut reconnaître que dans les êtres humains, il y a une dimension qui échappe à tout déterminisme et que l'on doit questionner, qu'on doit laisser le temps aussi à tout ce processus de maturation de l'identité. Non, moi je trouve ça très intéressant, là, ce que vous dites sur l'arrivée, la complexité identitaire. Je voudrais juste comprendre, si on n'avait pas pratiqué le déni que vous dites, en tout cas que vous dénoncez, comment aurait-on dû agir ? Nous avions beaucoup de choses à réaliser. J'ai écrit un précédent ouvrage qui était un programme politique où j'avais tout passé en revue, les domaines dans lesquels nous pouvions agir, celui de l'école, ce qu'il fallait faire auprès des familles. Et c'est vrai que nous avons fait des choix erronés. Je vous donne un exemple qui va illustrer cela. Je vous donne un exemple qui va l'illustrer. Il y a eu, y compris dans l'immigration extra-européenne, des enfants qui ont eu accès à l'éducation et au programme scolaire exactement comme pour tout le monde. Moi, j'ai vécu une époque, j'ai grandi en France, je suis née ici, où on ne faisait pas de différence. On ne se permettait pas de dire « toi, tu as des difficultés chez toi, donc ne va pas lire tel grand auteur et tel grand texte et on va te donner une partie ». C'est ce qui s'est passé. Alain Viala le raconte très bien. Il a présidé la réforme des programmes de français et il explique que toute la réforme a été conduite pour adapter le contenu à l'arrivée d'enfants qui venaient d'ailleurs. Et c'était l'erreur à ne pas commettre. Il fallait au contraire maintenir les mêmes exigences. Par contre, aider ces enfants qui n'avaient pas d'aide à la famille pour pouvoir leur permettre de s'accrocher à la locomotive. On a fait l'inverse. Comme ils avaient des difficultés à grimper l'échelle, on a choisi de descendre l'échelle. Et je cite dans tous mes ouvrages un certain nombre d'exemples précis où nous nous sommes trompés. Bon, après les résultats du deuxième tour des régionales, bon, maintenant il est temps de réfléchir, se poser des questions. Et j'ai envie de vous dire, là, quelle est la façon la plus simple de résister ou de combattre, pour parler comme Boualem Sansal. Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Moi, ce qui me concerne, je pense que c'est le temps de la refondation. C'est comme si on était à l'année zéro de la politique et de la République, parce qu'il faut tout reconstruire. Et ça suppose que donc les intellectuels fassent leur travail intellectuel en montrant le chemin. Ça suppose que les politiques se remettent en cause. C'est la première étape de la refondation. Et ça suppose que les citoyens soient plus que jamais vigilants, exigeants, parce qu'on n'est pas un citoyen passif, mais nécessairement acteur. Qu'est-ce qu'il faut faire alors, Boualem Sansal? Moi, je pense qu'il faut passer à la 6e République. Voilà, deuxième. On va changer de rôle. Attention. Voilà. Très bien. Bon, on va faire ça ensemble. Mais, non, pas non. C'est pas aux politiques de faire ça. C'est aux philosophes, aux chercheurs, aux spécialistes de plancher sur ça et de nous d'émettre les idées.
qui feront sens dans la construction d'une 6e République. Ensuite, ce sera à vous. On réunira de l'Assemblée traduire. constituante pour Voilà. mettre en œuvre. Il faut passer à la 6e République. Et vous, alors, votre recette, Malika Sorel-Suter? Alors moi, je dirais à M. Sansal qu'il y a un adage qui dit qu'un mauvais ouvrier, point de bon outil. Et donc, ce n'est pas du tout le problème de la République. Et je pense qu'au contraire, aujourd'hui, une réforme profonde des institutions pourrait déboucher sur le chaos, parce qu'il y a beaucoup de forces qui auraient intérêt à semer le chaos. Et je résumerai ma pensée par celle d'Albert Einstein qui a dit « On ne résout pas un problème avec le système de pensée qu'il a engendré. Donc, il faut revoir sa façon de réfléchir. Et aujourd'hui, accepter de regarder la réalité en face. » Bon, et maintenant, à moi, la douloureuse mission de conclure cette 62e grande question consacrée à la résistance. Pendant ces 4 années de philo à la télé, j'ai essayé de résister à la bêtise, à la haine, au confort intellectuel et la stupidité de la bien-pensance. Avec Eliette, Géraldine et Mazarine, nous allons résister ici ou ailleurs et autrement. Moi aussi, je crois aux forces de l'esprit. Et pour finir, un grand merci à ceux sans qui ces grandes questions n'auraient jamais reçu de réponse. Alexis Kebas, Stéphane Simon, Omar Fouati, Françoise Vernache, Fabien Chipot, Sophie Nordman, Nicolas Ferraro, Jean-Pierre Renaudin, Véronique Le Corollaire, Chloé Françoise, Jean-Louis Caron, Éric Mata, Clara Paradas, Julien Babé, Franck Tourteau, Florence Grosjean. Un grand merci aussi à France 5, à Bruno Patino, notre inventeur, notre parrain, notre papa, à Thierry Chabrero, notre complice des bons et des mauvais jours, à Fabienne Barollier, notre ami, et puis à notre Charlie aussi, Charles-Henri Royer, à Inès Castro et encore à Sally Cissé. Merci. Cette émission est terminée, définitivement. Je rappelle les titres de vos livres. Alors, Le coup de gueule d'une fille d'immigré, Malika Sorel-Suter, Décomposition française, comment en est-on arrivé là? Et ça déménage, c'est aux éditions Fayard. Boualem Sansal, alors lui, grand écrivain, hein, je crois, moi je le dis, grand écrivain de langue française, algérien, mais français en tout cas, de cœur. Hein. Boualem Sansal, 2084. Ça, c'est un énorme succès et c'est vraiment bien mérité. Et puis, comme il a un imaginaire romanesque extraordinaire, je conseille les œuvres quasi complètes, hein, parce qu'il manque 2084, de Boualem Sansal. C'est chez Quarto, chez Gallimard, tous les romans, Le Serment des barbares, Le village de l'Allemand, et puis plein d'autres, aux éditions Gallimard. Et puis enfin, Ramayad, anthologie regrettable du machisme en politique aux éditions du Moment. C'est votre dernier livre, il va y en avoir d'autres certainement. Puis j'ai l'impression qu'on va beaucoup entendre parler de vous dans les prochaines semaines. Hein? Voilà. Ouais, j'ai l'impression. Merci, au revoir, et puis à bientôt.